Amis téléspectateurs, bonjour. Afrique Demain, c'est Terence à la France. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur le Patriot Act version française. La France devient-elle un État policier, hyper militarisé, où la liberté des citoyens est bafouée au nom de la guerre antiterroriste? Alors, pour en débattre, nous avons sur ce plateau deux candidats. À ma droite, le jeune avocat Ridiane Ndiaye. Et à ma gauche, bien sûr, nous avons un élu ici sur ce plateau, un candidat aux élections présidentielles, les primaires qui auront lieu. Sur la primaire.org. Alors, Jean-François Harel, vous êtes engagé politiquement depuis 1995. Élu conseiller municipal en 2001, Villejuif, de 2008 à 2014. Et également, vous êtes président de l'opposition à la ville et à l'agglo entre 2008 et 2014. Voilà, très bien. Alors, vous êtes ici pour débattre avec nous et vous allez aussi décliner un tout petit peu par rapport à ce que vous faites dans la ville de Villejuif. Dites-moi, le Patriot Act français, c'est quoi? La liberté s'en va, fout le camp, pardonnez-moi, passez-moi l'expression. Pas du tout. C'est des lois qui auraient dû exister depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui, il faut s'adapter à l'évolution du marché. Vous avez le 7e continent, qui est tout le numérique, et mettre en place des éléments qui permettent aux services spéciaux de faire leur travail dans les meilleurs délais, permet de coincer un petit peu plus tôt avant que ces délinquants, voire ces terroristes, passent aux actes. Il faut donner les moyens aux services de réagir. Le problème, c'est que toute l'analyse est faite par rapport à quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher et qui permettrait aux services d'aller le chercher. Mais les services ne vont pas perdre du temps à aller chercher quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Le problème, c'est de donner aux services français, que ce soit de la défense ou la police, de pouvoir réagir quand ils ont des pistes sur des personnes sensibles, de façon à pouvoir les arrêter ou au moins les contrôler dans les meilleurs délais par rapport à un acte. Dès qu'on est personnellement concerné, ça pose aucun problème. Dès qu'on parle de liberté, effectivement, tout d'un coup, ça pose un problème. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas un terroriste, donc ils peuvent me surveiller. Hein. En tant qu'avocat, vous allez rebondir sur son intervention, sa réponse. Il y a une loi qui est passée sous silence au niveau Assemblée nationale et Sénat, c'est au mois de mai, le 19 mai, si j'ai bonne mémoire. Et cette loi, qui est assez difficile pour la liberté de citoyens ici en France, ça va réduire un peu leur liberté, une certaine restriction en termes de liberté. Donc on va se retrouver au nom de cette guerre antiterroriste, la liberté restreinte. Je ne sais pas si vous faites référence à la loi renseignement. Enfin, en tout cas, je ne sais pas quelle est cette loi qui a été passée sous silence. Bon, peut-être que c'est la loi renseignement, ou dite renseignement. Quand on regarde l'essentiel de cette loi, très sincèrement, il y a beaucoup de fantasmes parmi les personnes qui vitupèrent contre cette loi, qui s'opposent contre cette loi, parce que systématiquement, il faut toujours voir les choses de manière manichéenne, c'est-à-dire la liberté contre la sécurité. Ah, il y a plus de sécurité, donc oulala, faites attention parce que vous êtes en train de perdre notre liberté. Non. Je rejoins en partie ce que Jean-François Harel a dit, que lorsque l'État est attaqué, lorsque notre nation est attaquée, il faut réagir fortement, puisque la République a un contenu, ce n'est pas que des propos, c'est un contenu. Il s'agit de se défendre tel qu'il le faut. Le problème, c'est qu'il faut savoir aussi fixer des limites, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des garanties. Il ne s'agit pas de sacrifier totalement la liberté à la sécurité. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce que Jean-François Harel a dit, et donc, d'une certaine façon, d'être en divergence sur une autre partie de son discours. Lorsqu'il dit oui au Patriot Act, il faut savoir ce que c'est que le Patriot Act. La France n'a pas de Patriot Act. Heureusement, d'ailleurs. Le Patriot Act, c'est quoi? C'est une disposition, ou du moins, c'est un ensemble de dispositions éparses que George Bush avait pris avec son administration après les événements du 11 septembre, malheureux, qui
posé un certain nombre de choses terribles, qui étaient le contraire même de ceux dont on connaissait les États-Unis être. Exemple. C'est décrié aujourd'hui. C'est décrié aujourd'hui. C'est décrié, mais de toute façon, ça n'existe pas. Et tant mieux, ça ne doit pas exister. Pourquoi ? Parce que ce sont des juridictions d'exception où siégeront, comprenons bien, des jurys militaires, des magistrats militaires qui pouvaient, c'est quand même terrible, qui pouvaient voter la peine de mort avec le 2/3 de la majorité. C'est-à-dire que quand bien même le 1/3 de la majorité des magistrats et des jurys, enfin plutôt des jurys militaires étaient contre la peine de mort, c'était voté parce que 2/3 étaient pour ça. C'est quand même terrible. Impossibilité de faire appel à la décision de ce tribunal particulier qu'on appelle la FISA Court. Voilà. Impossibilité de le faire. La seule possibilité d'appel qui existait, c'était dans le décret qui mettait en œuvre cette disposition législative, c'était directement au président. Et la façon dont le décret était écrit, c'était à la première personne du singulier. C'est-à-dire, en clair, si vous êtes contre la décision qui a été prise par ce tribunal secret, avec une procédure secrète, faites appel directement au président de la République, c'est-à-dire moi. Alors vous imaginez ce président de la République qui était malade ? Alors, on peut comprendre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France. Regardez, aujourd'hui, il y a une interdiction de manifester là. Qui vient d'être levée. Qui vient de lever, voilà. Donc je n'ai pas suivi la suite. Alors, ça montre que les politiques peuvent utiliser cette loi ou l'état d'urgence pour, bien entendu, encore caporaliser le pays et aussi écouter les gens, parce que la loi concernant l'enseignement, le renseignement et également le service de renseignement, ça foule aux pieds la liberté de tout à chacun. Il y a deux choses. Il y a les abus, comme vous dites, il faut qu'il y ait des protections, sachant que nous avons des histoires récentes où vous avez un ministre de l'Intérieur qui surveille un concurrent de son propre bord par rapport à une législative et qui utilise les services de l'État. Il y a des dérives qu'on entend et il y a toutes les dérives qu'on n'entend pas. Donc déjà, il y a des abus, mais les abus ne sont pas contrôlables. Et de l'autre côté, tout pouvoir, quand il est affaibli, abuse de son pouvoir. Quand vous avez un pouvoir serein et légitime, vous n'avez pas besoin d'abuser de ce pouvoir et de jouer avec, puisque vous êtes sur une vision et sur l'application d'un projet commun pour une société. Or, aujourd'hui, nous vivons une situation où il n'y a plus d'autres projets par notre élite que de garder le pouvoir. Donc forcément, au bout d'un moment, le peuple dit « stop », quelles que soient les raisons et les arguments. Sans aller trop dans le détail, ce que fait la CGT aujourd'hui, ils ont raison. Les arguments qu'ils avancent, pour moi, ne sont pas recevables. Mais par rapport à l'ensemble de la situation de la société française, ils ont raison de dire « stop ». Donc c'est juste une opportunité, mais il y a une confusion totale qui est totalement générée et poussée par les médias, qui fait qu'il y a des abus des deux côtés. Les abus de deux côtés. La France, elle est en train de marcher crescendo vers la privation de la liberté de manifester, la liberté même quand la police attaque des manifestants, la police est protégée. Quand les manifestants ripostent, si on veut, entre guillemets, et ils se trouvent en garde à vue, et prison, etc. Comment peut-on voir cela, juridiquement ? Alors, juridiquement, encore une fois, je pense que la France ne va pas vers un État, enfin, ne devient pas un État répressif. Ça se voit. Non, dans la mesure où il faut toujours regarder concrètement ce qui est proposé dans le texte des lois. Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent à l'administration de réagir fortement pour pouvoir garantir un minimum de sécurité. Mais il faut aussi regarder les contreparties qui existent. Il existe des contreparties en termes de pouvoir saisir directement le juge pour vérifier que nous ne sommes pas dans une situation d'excès de pouvoir, etc. Il y a des garanties qui existent. Donc on ne peut pas dire que la France devienne un État répressif, d'autant plus que, rappelons-nous quand même qu'il existe d'une certaine façon des garanties supranationales. Par exemple, il existe la Cour européenne des droits de l'homme qui peut être saisie à n'importe quel moment pour remettre la France dans le droit chemin si nous nous écartons tant soit peu de nos engagements internationaux. Il existe aussi, ne serait-ce que sur le sol national, des juridictions qui travaillent. La Cour de cassation, le Conseil d'État pour l'ordre administratif, mais aussi si l'opposition n'est pas d'accord, peut toujours saisir le Conseil constitutionnel. Donc non, il existe quand même un certain nombre d'institutions qui permettent de garantir le fait que nous puissions petit à petit, progressivement, arriver vers un État qualifié de répressif. En tout cas, moi, j'ai confiance dans les institutions de notre pays, parce qu'en ce moment, il fonctionne bien, en tout cas. En tant qu'élu, vous ne calquez pas le modèle américain quand on voit la police hyper
protégé, peut tirer, sortir son arme et abattre un individu sans qu'il puisse avoir Alors, un procès. par rapport à ce que font les Américains, ils ont un problème un peu différent, c'est que le port d'armes est autorisé sur leur territoire. Donc, a priori, tous les policiers sont en légitime défense. Deuxièmement, aux États-Unis, on respecte la police. Un policier vous arrête, si vous ne tempérez pas tout de suite, vous prenez des gros risques. Le problème en France, c'est qu'à force de vouloir faire du clientélisme, on est dans une dérive où quand la police vous arrête, c'est juste si vous vous autorisez pas à les insulter, à ne pas les respecter. Donc nous, on a totalement inversé la chose. C'est sous prétexte de ne pas être dans une situation de pouvoir et de respect, on a des policiers qui ne sont plus respectés. Et je peux vous dire de leur part qu'ils souffrent énormément de ne pas avoir de respect. Et aujourd'hui, par rapport à toutes les dérives que nous vivons, ils sont plus enclins aujourd'hui à faire des PV pour faire du chiffre d'affaires, alors que les gens d'armes ont été créés pour nous protéger. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous mettent des PV, alors qu'ils sont là plutôt pour nous accompagner et nous protéger. Et ils ont un énorme problème, c'est qu'on leur demande aujourd'hui beaucoup plus que normalement une société en paix devrait être en train d'assumer. Alors, je vous invite à suivre un élément sur cet écran. Alors que la gauche française a adopté un arsenal antiterroriste restrictif en termes de liberté, les États-Unis limitent la portée de leur Patriot Act sous la pression des conservateurs. Le Sénat français a voté une loi pour renforcer le renseignement, le jour même où le Congrès américain limite les pouvoirs de la NSA. On pourrait résumer ironiquement en disant que la France se dote d'un Patriot Act le jour où les États-Unis abandonnent le leur. En réalité, ces deux textes sont assez différents. Le Patriot Act oblige toutes les entreprises américaines ou non à fournir toutes les informations que pourraient demander les autorités fédérales. L'extraterritorialité de la loi américaine contraint les sociétés qui ont des filiales outre-Atlantique à ouvrir leurs serveurs même si le siège est installé ailleurs. Mais devant l'ampleur de la surveillance révélée par Edward Snowden, le Congrès a voté un Freedom Act qui rogne sérieusement les prérogatives de la NSA, notamment en matière de collecte de métadonnées et d'appels téléphoniques. Le texte français, lui, augmente la capacité des services de renseignement à recueillir des données individuelles. Le gouvernement s'en défend en affirmant qu'il se borne à mettre en place des algorithmes qui analysent le trafic Internet des Français sans analyser le contenu des conversations. Mais ce sont bien ces données techniques qui intéressent, plus que le contenu d'un appel. Un truand parlera plutôt par un code ou utilisera un système de chiffrement difficilement cassable. Certes, la commission des lois du Sénat a restreint le projet initial en proposant de soumettre la récolte de données à une autorisation renouvelable tous les 2 mois, mais la France va plus loin que les États-Unis. Elle prévoit la présence d'une boîte noire directement placée chez les fournisseurs d'accès à Internet, analysant automatiquement les comportements. Au lieu d'un stockage de grande ampleur, comme aux États-Unis, il y aura une analyse sur toute la totalité des données. Outre la question des libertés individuelles, cette intrusion de l'e-renseignement aura un impact négatif sur l'économie numérique en France. Le Patriot Act a entraîné une perte de 10% du chiffre d'affaires des entreprises du cloud, les Français, qui se différenciaient en affirmant avoir les données en sécurité, vont perdre cet atout. Le continent africain, lui, est encore épargné par l'envie de ses dirigeants de surveiller son peuple, bien plus occupé à s'enrichir personnellement. Il est encore difficile de mettre en place un Patriot Act dans les pays africains, même où les réseaux de communication sont le plus développés. Mais, avec le développement ultra rapide des réseaux téléphoniques, de la vente de smartphones et de la fibre, les autorités africaines vont-elles copier les idées folles de l'Occident et des États-Unis en inventant un Patriot Act à l'africaine? Une question auquel nos invités vont peut-être répondre. Alors, on peut considérer que quand les associations de droits de l'homme commencent à indexer la police en disant clairement que la police devient hyper difficile à contrôler et on va décliner vers ce qu'on voit aux États-Unis, nos enfants vivront de périodes difficiles. Moi, je pense plutôt que nos enfants continueront, enfin nos enfants, même si j'en ai pas, mais nos enfants plus tard, vivront de moments difficiles parce que
l'autorité qui n'existe déjà plus se délitera de plus en plus. Et c'est ça qui me fait un peu peur. On parle de la police, mais enfin, c'est quand même un corps de l'État. C'est quand même un corps de l'État. Il n'y a effectivement pas de respect lorsque nous sommes en face à un officier de police judiciaire. C'est terrible. Lorsqu'il nous parle, nous sommes spontanément en garde comme si on était menacé. C'est quand même terrible. Bien sûr qu'il faut veiller à ce que les policiers ne commettent pas trop de bévues. Mais enfin, partons quand même de l'idée que ce sont des représentants de l'autorité et en ce titre, il faudrait du respect. Et ça renvoie d'ailleurs du coup au manque d'autorité qu'incarne ce gouvernement. Lorsque nous avons au sein de la CGT un certain nombre de personnes, d'individus qui s'incrustent pour casser, on ne comprend pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ces personnes qui continuent à commettre ces impérities sans contrôle. C'est quand même terrible. Sans contrôle. Alors les casseurs, on a focalisé sur eux, mis les projecteurs sur eux en disant que c'est les casseurs qui cassent, etc. C'est une fine minorité. Vous, en tant qu'élu, comment voyez-vous cette situation? Il faut éduquer les gens à partir de l'école, où il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de maître à penser. C'est ce que vous aimez, d'ailleurs. D'abord, il y a eu une évolution dans le recrutement des services de police, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on rentrait dans la police quand on avait plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'on avait un parcours dans le domaine privé, sans avoir une casquette de police, et on vivait la vie de tout le monde. Et puis, à partir de 30 ans, on pouvait, qu'on soit plombier ou autre, ou responsable d'un service dans un restaurant, on pouvait postuler pour être dans la police, et là on rentrait dans le service de la police. Ce qui fait qu'on avait une expérience et une forme de maturité de ce qu'est la vie civile. Aujourd'hui, tous ceux qui rentrent dans la police, ils sortent de l'école, ils passent un concours, et ils se retrouvent à 18 ou 20 ans avec un flingue sur la hanche et devoir faire l'arbitrage. Ce qui fait que vous avez quelqu'un en costume-cravate qui se présente à eux au même titre que quelqu'un qui, visiblement, a fumé 3-4 pétards et à 15 ans. Ils le traitent de la même manière. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une inversion de la légitimité de l'autorité, puisqu'elle est totalement bafouée par des jeunes qui font plus la différence par rapport à des personnes qui, sur le plan social, ont peut-être des différences, et d'arriver par l'expérience du vécu dans la vie de tous les jours, de faire la différence entre quelqu'un qui est a priori sensiblement en paix et quelqu'un qui est a priori dans une situation dangereuse. Alors, on peut considérer, on regarde bien comment les choses fonctionnent en France. On peut se dire aujourd'hui, il y aura plus de bavures, il y aura plus de répression. À la lumière de ce que le Cazeneuve-Abiven proposait, les policiers devaient conserver leur arme, même s'ils ne sont pas en service, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Ce qui est surtout inquiétant, c'est de réagir, d'être dans une forme de politique d'après-coup. Après qu'effectivement, c'est malheureux, cette malheureuse famille a été assassinée atrocement, sauvagement. L'on pense maintenant à une sécurité supplémentaire, un élément de sécurité supplémentaire des agents de police. On aurait dû penser cela il y a très 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 longtemps. D'ailleurs, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu la commémoration présidée par le président de la République et le Premier ministre, il y avait un officier qui a refusé de serrer la main au président. Je pense dire que c'est très bien, mais l'idée était quand même là. Il y a le message qui était passé. Qu'a-t-il dit? On n'en peut plus, on n'a pas de moyens. Réfléchissez en amont pour voir comment vous pouvez, d'une certaine façon, nous soutenir. Par des moyens matériels, mais aussi par des moyens, disons, psychologiques, parce qu'ils sont attaqués de toutes parts. Ils ne sont plus soutenus, nos policiers. C'est terrible. Il y a quand même une crainte vis-à-vis d'eux, une crainte un peu infondée, mais une crainte quand même. Et ça, il faut y réfléchir. Une crainte. Alors, moi, je parle de votre manifeste qui est ici, que la caméra peut zoomer sur ces manifestes, le manifeste qui est citoyenne. Réveillons-nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous êtes candidat aux élections présidentielles. Comment voyez-vous toutes ces histoires, pardonnez-moi, autour de la police? Ça viendrait peut-être de la droite ou d'où vous venez. Et on a enlevé les îlotiers qui étaient en fait en relation. Je ne viens pas de la droite, moi je suis plutôt au centre parce que c'est de là qu'on voit mieux les extrêmes. L'UDI alors, vous êtes l'ex-UDI. J'étais à l'UDI, ils sont en train de se séparer de moi avec zèle, et c'est pas grave. Le problème de la société française aujourd'hui, c'est de faire le bon diagnostic. Ça sert à rien de proposer des réformes si on n'a pas une analyse globale du pourquoi on en est arrivé là.
Donc c'est ce que je propose dans ce manifeste, puisque je parle de l'origine de la monnaie, je parle des devoirs de l'homme et du citoyen, parce qu'on a d'abord des devoirs avant d'avoir des droits, et on revient à la notion de groupe. Ce qui existe encore en Afrique, c'est la notion du village. On grandit, on est élevé par le village. On n'est pas juste élevé par une famille. Donc ça va beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, on est à cause de matérialisme consumériste, on est dans l'individualisme primaire. Qu'est-ce que je prends au groupe ? Et je ne donne rien au groupe. Donc c'est en partant de cette approche, on va dire, philosophique et objective, qu'est-ce qu'on veut construire demain ? Et là, on arrive vraiment à une situation critique, à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va continuer à courir après l'argent ? Ou est-ce qu'on remet l'humain au centre de la nature et de son environnement ? Et l'argent n'est que le lien social. Standing Bear, chef Ponca, 1829-1908, a dit « Quand vos rivières n'auront plus de poissons, quand vos forêts n'auront plus d'arbres, vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas. » L'argent ne se mange pas. Vous pourrez rebondir par rapport à cela, vous rebondissez. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas lu le manifeste, je le lirai bien volontiers une fois. Alors, je vous passe ce manifeste que vous allez lire volontiers, si vous me le permettez, bien entendu. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais simplement poser une question à l'élu que vous êtes, puisque vous, en tout cas, vous vous destinez à être aux responsabilités. Le constat est là, vous l'avez posé, c'est d'ailleurs vrai. Par exemple, prenons la jeunesse. Bon, une jeunesse, effectivement, qui prend de plein fouet la mondialisation, et avec ça, l'américanisation du monde, c'est-à-dire les on sort pas de débat, on va y revenir, vous inquiétez pas, on va y revenir. Parce qu'effectivement... parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, ces séries américaines, mais pas que, tous ceux qui considèrent, tout ce qui participe un peu au relâchement des mœurs, au relâchement des devoirs, l'exacerbation des droits individuels, bon, effectivement, ça amène à une forme d'une société un peu faible, etc. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour essayer de responsabiliser ces jeunes ? Alors, responsabiliser les jeunes aussi à respecter les institutions, parce que là, on ne respecte plus les institutions. Donc, la police peut réagir en fonction de tout cela. Je complète sa question, en fait, en réalité. Très rapidement, premièrement, vous ne pouvez pas demander à un enfant, à un jeune, de respecter nos institutions quand vous voyez le cirque et la société de l'apparence que vous voyez quand vous regardez les informations de télévisée où les hommes politiques et les femmes politiques ne font que du marketing pour faire le buzz et ça devient une énorme pièce de théâtre qui n'a plus aucun sens. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un respecte la police quand vous avez les jeunes qui se font connaître et qui se font bien voir de leur immeuble à côté parce qu'ils ont attaqué la police. Aujourd'hui, ça s'est totalement inversé. On ne respecte plus nos élus, qui sont devenus, notre élite est devenue totalement à côté de la plaque, puisqu'ils ne vivent pas ce que l'on vit. Et donc le problème, pour revenir à votre question sur l'éducation, c'est d'avoir en place, non pas une éducation nationale, parce que l'éducation, c'est le village qui le fait, donc c'est le groupe, on revient à l'instruction publique, et de mettre en place ce qui existe dans des écoles privées, c'est que quelles sont vos qualités personnelles, et qu'est-ce que vous avez envie de faire et qu'est-ce que vous aimez. Et non pas, d'être juste aujourd'hui formaté pour être un acteur économique performant. Alors, comment peut-on faire aujourd'hui ? Quelles sont des lois qu'on peut mettre en place pour lutter contre le terrorisme, vraiment ? Mais nous sommes dans la communication politique, ça fait aussi partie de ça, il faut rassurer d'une certaine partie. Mais là, vous allez répondre par rapport à ça, il nous reste 2 minutes. Oui, c'est vrai, mais alors, pour vous donner un élément de réponse, je pense que d'abord, il faut commencer par cibler l'ennemi. Donc ça vient de qui ? Le problème du terrorisme, on le sait essentiellement, c'est le terrorisme islamiste. Très bien, alors en France, pourquoi ne pas par exemple proposer directement, comme Napoléon l'avait fait, à la communauté musulmane, de les rassembler en disant, écoutez, trouvez d'une certaine façon un chef, une hiérarchie, déterminez votre dogme, passons une sorte de contrat avec la nation, de concordat, et une fois que ce contrat, d'une certaine façon, sera validé, dans ce cas-là, toutes les personnes qui tiendront des propos qui sortiront de ce dogme seront directement considérées comme ennemis de la nation. On pourra les poursuivre sur la base des textes qui existent déjà, et ce sera beaucoup plus facile. Alors, en 1 minute, en 30 secondes, alors, comment peut-on ? Le problème est double, vous ne pouvez pas demander aux musulmans de s'organiser entre eux, sinon ce serait déjà fait. Donc il y a une duplicité indirecte par rapport à la gestion en interne. Et nous, les catholiques, les chrétiens, on a eu le même problème pendant la conquête au XIIe et XIIIe siècle, les croisés. On a eu les mêmes problèmes, sauf qu'aujourd'hui, à l'époque, on était avec des arcs et des flèches et des chevaux, et aujourd'hui, c'est des kalachnikovs et des bombes. Mais toute proportion gardée, c'est une évolution. Et pour répondre à votre question, le problème, il est plus que nous organisions pour être une société en paix et harmonieuse, parce que si aujourd'hui on est attaqué, c'est parce que nous n'allons pas bien. Donc en allant mieux,
on va pouvoir au moins arrêter d'appeler la violence. Voilà, arrêtez d'appeler la violence tout en mettant en place des arsenaux juridiques. Vous êtes là, des juristes, pour nous aider à protéger les citoyens et également à protéger les institutions. Il est vrai que la protection ne passera pas que par des lois, malheureusement, mais une vraie discussion de la nation. Du groupe, Voilà, absolument. La vraie discussion du groupe de la nation. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.